Bonsoir à tous, bienvenue pour le nouveau podcast du Club Paname. Le PSG a remporté hier soir son premier trophée de la saison en battant l'ennemi marseillais 2-1. Premier titre également en tant qu'entraîneur pour Mauricio Pochettino. On va donc revenir sur ce match contre Marseille, puis on analysera en détail les premiers pas de Pochettino au Paris Saint-Germain. Et on finira avec un focus sur certains joueurs. Avec nous ce soir, le fan numéro 1 de Paredes, Kata, bonsoir. Bonsoir tout le monde. L'homme qui n'a plus de départ de Tourelle, Rayat, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, l'homme qui se cache derrière le compte Twitter d'Alvaro González afin de troller Neymar, Lionel, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, on commence tout de suite par ce trophée des champions, cette victoire 2-1 contre Marseille. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que pour vous, Paris a maîtrisé les débats, maîtrisé l'enjeu? Lionel, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation du Paris Saint-Germain? Moi, dans l'ensemble, je trouvais que c'était une prestation correcte, on va dire moyenne. Il y avait des choses intéressantes. On a joué un peu plus en bloc, mais j'ai pas été transcendé par ce que j'ai vu en tout cas. Seb. Pour moi, Lionel a dit le mot-clé. Il y a une satisfaction sur ce match, c'est le bloc. C'est une constante depuis l'arrivée de Pochettino. Et on a retrouvé un bloc. Après, c'était un bloc qui avait du mal à être utile. Il y avait des grandes difficultés pour essayer de trouver les trois devant. Encore beaucoup trop de déchets, donc on ne peut pas vraiment être satisfait de cette prestation. Mais il y avait une satisfaction. Tu as pensé quoi de l'animation avec ballon? L'animation avec ballon était très légère. On avait une ligne basse de milieu qui avait beaucoup de mal à trouver Marco Verratti. Marco Verratti qui était difficilement trouvable. Les attaquants qui étaient pas assez souvent sollicités. Les ailes ont tenté d'être utilisées, mais les latéraux ont été déficients. Enfin, ça fait à l'arrivée une animation assez décevante. Kata, ton avis sur cette prestation? On voit de la continuité dans ce que veut instaurer Pochettino. Il garde la même structure, il a changé des joueurs. Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai bien aimé le travail sur les sorties de balles. Donc ça, on avait vu avec l'utilisation de Paredes. C'était pas gagné le fait que ça soit quand même un joueur type Pochettino. Là, il a fait un bon match, on l'a remarqué sur tout ce qui était sortie de balle. Après, quand il fallait aller dans les derniers 30 mètres, on a vu que ça soit dans l'axe ou sur les côtés, les circuits de passe n'étaient pas encore très bien huilés. Donc ça a donné un match assez, on va dire, assez moyen, comme a dit Lionel. Mais bon, des pistes d'amélioration pour ce qui va suivre dans les prochains mois. Et sans ballon, tu as pensé quoi de la prestation défensive globale collective? J'ai pas été particulièrement surpris par. C'est une prestation honnête des joueurs. Pas grand chose à redire là-dessus de marquant pour moi. Mais... Lionel, tu parlais de bloc avec ballon, sans ballon, les deux? Alors, je l'ai vu un peu plus avec ballon. Sans ballon, à certains moments, les attaquants étaient un petit peu trop hauts, donc on avait cette impression d'être en infériorité numérique, des fois un peu au milieu de terrain. Mais on n'a jamais eu cette sensation comme on a pu avoir à une certaine époque où à n'importe quel moment on était totalement déséquilibré par une passe ou autre. On était toujours présent dans les zones, je trouve. Il y a Villas-Boas qui a déclaré que Marseille était la meilleure équipe sur le terrain. Tu voulais développer quelque chose là-dessus, ouais. Vas-y. Moi, il y a un truc que j'ai noté, c'est que un peu moins en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, a beaucoup été pointé le famélique nombre d'occasions marseillaises, mais c'est aussi dû justement à notre défense. On avait vraiment une défense où on était quasi tout le temps à 3 devant le porteur du ballon dès qu'un Marseillais était aux 25 mètres. Il y avait effectivement un sous-nombre parfois au milieu, mais par contre, il n'y a jamais eu de sous-nombre derrière et on était tout le temps en surnombre derrière, tout en étant en bloc tout le long. Donc je trouve que la prestation sans ballon a vraiment été mise en avant, surtout par rapport au match précédent, on en parlera plus tard, mais la prestation sans ballon est vraiment quelque chose qui a été mis en avant sur ce match-là. Okay. Vous voulez rajouter quelque chose ou pas sur la prestation parisienne ou c'est bon? Non, c'est bon. Un petit mot sur la
la prestation marseillaise. Villas-Boas déclarait que Marseille était la meilleure équipe. Seb, t'as pensé quoi de la prestation de l'OM? J'ai trouvé que c'était une prestation qui était honnête. Après, tout le monde leur tombe dessus parce qu'il n'y avait pas de neuf, mais s'ils n'avaient pas mis de neuf et s'ils avaient mis un neuf et qu'ils avaient développé le milieu, ils n'auraient pas pu avoir cette remise et le pressing qu'ils ont fait. J'ai l'impression qu'ils ont un peu fait au mieux avec les moyens qu'ils avaient, et je trouve que les commentaires sur la prestation marseillaise sont un peu simplistes en fait sur la critique de la première mi-temps de Marseille. Et par contre, quand Villas-Boas va dire que la meilleure équipe avait perdu, c'est dans la continuité du troll qu'il avait fait avant le match, où il était en train de déclarer que Paris avait 9 fois le budget de Marseille, ou je ne sais plus exactement ce qu'il avait déclaré. C'est juste à prendre au côté trollesque, c'est pour faire plaisir aux supporters, c'est pour les mettre dans sa poche, c'est pas à prendre au sérieux. Est-ce que, Kata, je vais te poser la question, est-ce que vous voyez une recrudescence de la rivalité PSG-OM, que ce soit notamment dans les déclats de Villas-Boas ou dans le jeu derrière entre Neymar et Alvaro sur les réseaux sociaux qui se cherchent par rapport au match de septembre? Moi, je préfère pas rentrer dans ces débats-là. Pour moi, c'est jamais quelque chose qui m'a beaucoup trop passionné ou intéressé. Je trouve que là, la logique sportive et économique, je pense que PSG et Marseille ne boxent pas dans la même catégorie. Je pense que les rivaux du PSG, ils sont à chercher sur la scène européenne. Je pense qu'elle est un peu factice, cette rivalité avec Marseille. Voilà, ça fait plaisir. Ça entretient un certain folklore des années 90. Moi, je trouve que c'est assez surfait. Enfin, voilà, voilà, les choses sont claires. Le PSG ne boxe pas dans la même catégorie que Marseille. La rivalité, pour moi, elle n'a pas trop de raison d'être. Voilà. Est-ce que tu partages cet avis, Lionel? Oui et non. Je pense que c'est important quand même qu'il y ait ce genre de rivalité dans le championnat pour lui donner un peu de piquant. Après, je suis d'accord avec lui quand il dit que Paris et Marseille ne boxent plus dans la même catégorie. Et après, les déclarations de Villas-Boas, pour moi, c'est même pas quelque chose à écouter, à retenir. Je pense que même les Marseillais n'ont pas vraiment besoin d'entendre ce genre de choses en ce moment, quoi. Seb, je trouve que le mot folklore est pas bon. Je trouve que le football est fait sur les rivalités entre villes. C'est construit là-dessus. C'est pas le football des années 80, c'est tout le football du XXe siècle. C'est toute la logique du football, c'est tout ce qui a fait que le football est devenu le football et est devenu le sport le plus suivi. Et c'est pas seulement du folklore, c'était, enfin, je dis c'était une partie intégrante du football. Et dire que c'est du folklore et dire que les seules rivalités parisiennes sont en Europe, c'est juste appeler de ses voeux la Super League. Alors on peut le faire, mais c'est un débat qui est pas simple et qui se tranche pas juste en un claquement de doigts, parce que c'est vraiment tourner le dos à la manière avec laquelle le football s'est construit et aux raisons pour lesquelles le football est devenu ce qu'il est devenu. Maintenant, pour parler spécifiquement par rapport à Marseille, il y a une volonté des deux côtés de mettre en place un petit truc comme ça. Il y a les choses que tu as nommées. Il y a le fait que Pochettino soit devenu un entraîneur du Paris Saint-Germain. Pochettino qui avait connu des Paris-Marseille à une époque où c'était une rivalité qui était bien plus prononcée. Et il y a un petit quelque chose, et on sent que les joueurs, il y a un contentement dans l'idée de battre Marseille. Surtout Comment Marseille ils ont fêté la victoire. voilà, surtout que Marseille nous avait battus au dernier match. Et en soi, c'est pas néfaste, c'est pas négatif, tant que ça va pas trop loin et tant qu'on n'en vient pas comme aux années 90, quoi, que moi je les regrette pas forcément, mais où ça devient des boucheries sur le terrain, c'est plutôt positif qu'il y ait ça. Et j'aimerais juste dire une chose, c'est qu'il faut pas seulement raisonner comme ça, parce que typiquement, il y a un Paris-Lyon à l'heure actuelle, je sais pas qui est-ce qui gagne, donc oui, Paris, ses concurrents directs sont en Europe, mais il ne faut pas pour autant regarder la scène nationale par-dessus l'épaule et peut-être la prendre un minimum au sérieux. Non, mais après, Lyon, ils ont montré aussi des belles choses européennes. C'est une équipe qui a un passé assez récent en Europe qui est quand même considérable. Après, Marseille, je suis désolé, mais le PSG est bâti pour la C1. Ça, c'est clair et net. Marseille, ils sont très loin de ce niveau.
Ils sont très très loin de ce niveau. Non, mais là-dessus, je suis d'accord. Mais c'est pas le fait que cette rivalité soit remise un peu sur le devant de la scène, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Bah, moi, je trouve que c'est factice parce que en fait, nous, on est dans la logique de battre Marseille parce qu'on est outillé pour les battre en fait. Et eux, s'ils nous battent, c'est un miracle. Donc c'est David contre Goliath. Alors des fois, il y a des petites fluctuations parce que nous, on a des coups de moins bien au PSG, machin, mais enfin. Et eux, des fois, surperforment, mais au final, normalement, on doit les battre à tous les matchs, quoi. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai j'ai vu beaucoup de supporters qui disaient avant ce match, le match le plus important, c'est Angers pour le titre de la Ligue 1. C'est un discours qu'on n'aurait pas eu il y a 10-15 ans pour un PSG Marseille, je pense que voilà. Après, moi, pour remettre les choses dans son contexte, moi, comme a dit Drayas, et ça, c'est un autre débat, c'est un débat parallèle, entre guillemets. Moi, je suis fervent supporter d'une Super League. Et là, plus que jamais, avec les problèmes qu'a la Ligue 1. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là, mais pour moi, clairement, le PSG, il a rien à faire en Ligue 1. Mais c'est peut-être fort hein, ce que je dis. non, Mais pour moi, le PSG, il a rien à faire en Ligue 1. Surtout la Ligue 1, avec des sous en moins, avec des droits télé qui sont plus que jamais remis en question. Donc alors là, il y aura un nouvel appel d'offres, hein, c'est officiel. Oui, mais c'est un nouvel appel d'offres au rabais, ça c'est sûr et certain. On va espérer qu'Amazon rentre dans la danse. Non, mais de toute façon, après je sais pas si c'est le moment de débattre sur ça, mais je pense que voilà, la Ligue 1, elle n'a pas un potentiel qui sied au PSG, que ça soit économiquement ou sportivement. Donc Alors, pour moi, la seule issue possible, c'est de sortir de la Ligue 1. Mais après, moi, c'est mon point de vue. Je vais juste réagir à ce que tu dis, parce que, en fait, si tu veux, on va effectivement pas rentrer dans le débat, mais tu as fait un très beau plaidoyer sans rentrer dans le débat pour ton point de vue, et sans forcément, merci, je vous laisse. Merci les auditeurs. C'est le club Super League. Sinon, on s'en sortira pas, etc. Il y a des arguments qui vont dans l'autre sens qui sont tout aussi cohérents et tout aussi solides. Non, mais je sais, mais après, moi, franchement. Un autre jour, quand la Super League aura lieu, on en reparlera peut-être. On va se recentrer sur le sujet. On va parler des prestations individuelles. On va parler de la défense. Qu'est-ce que vous avez pensé de la ligne défensive? Lionel, qu'est-ce que tu as pensé de cette défensive? Les deux centraux m'ont plu. Si Diallo, avant quelques sautes de concentration, il me rappelle un peu Kimpembe il y a un an ou deux. Et après, au niveau des latéraux, je les ai trouvés corrects pour Florenzi et Kurzawa, un peu empruntés. Un peu mieux en seconde mi-temps. En première mi-temps, j'ai pas trop aimé son match à Kurzawa. Voilà. Et puis bon, après Navas, il n'a pas eu grand-chose à faire. Enfin, donc, il y a juste un truc avec Navas que je trouve qu'il est un gardien vraiment exceptionnel. C'est que je trouve qu'il a un souci aussi un petit peu sur la gestion de son but. C'est-à-dire que il a tendance des fois à aller toucher des ballons qui ne sont pas cadrés. Il le fait régulièrement. Et ça, je trouve que ça peut être un problème. Sur le centre-tir de Thauvin, oui, c'est vrai qu'il le fait souvent. Et, où il le met en corner alors que l'action n'est pas dangereuse. Et c'est vrai que ça peut être des fois un problème pour offrir des occasions supplémentaires à l'adversaire. Drea, est-ce que tu as pensé cette défense? Ne nous parle pas du jeu au pied de Navas. Alors, juste pour Navas, je veux pas. Navas, il y a deux choses qui sont notables. C'est qu'il a été mis et le fait qu'il fait souvent des passes à l'adversaire quand même. Dès qu'il utilise son pied, c'est pas la panacée. Sur la ligne défensive, déjà, j'ai envie de nommer Marquinhos qui a atteint une dimension qui est exceptionnelle. C'est comme si son niveau bas avait atteint un niveau de 95% des défenseurs centraux. C'est en train de devenir un vrai patron, que ce soit dans son attitude, dans la manière avec laquelle il gère le bloc. Il a cette qualité de savoir juger les situations, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur de faire remonter le bloc, il n'a pas peur d'intervenir, il n'a pas peur d'être utile offensivement. Donc vraiment, et c'est lui qui dirige. À côté de ça, il y avait Diallo qui a été bon. Lionel a tout dit sur Diallo. Et sur les latéraux, Florenzi a été un peu timide. En même temps, c'était pas évident pour lui d'être autre chose que timide parce qu'il était tellement en galère dès que ça passait sur son côté. On a vu de nombreuses fois en train de courir dans le vide pour essayer de rattraper son vis-à-vis qu'il avait pris de vitesse. Et Kurzawa était bon derrière, mais devant, c'est pas possible, quoi.
Kata, deux petites questions pour aller sur ce sujet. Marquinhos milieu, est-ce qu'on oublie définitivement maintenant avec Pochettino, ce qui a l'air d'être le cas? Est-ce que c'est une bonne chose? Et deuxièmement, puisque toi tu étais un peu attristé du départ de Silva non remplacé, est-ce que tu commences à l'oublier, Silva? En fait, Marquinhos milieu, c'est plus possible parce qu'on a besoin de Marquinhos en défense. Parce que Silva est plus là. Mais moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait, avec le départ de Silva, on s'est enlevé une option. On s'est enlevé un défenseur central de très haut niveau. Et on s'est enlevé Marquinhos en 6. Et je suis désolé, pour moi, Marquinhos en 6, ça reste... Pour moi, c'est pas du tout du bricolage. Pour moi, c'était une option de premier ordre, avec évidemment les points faibles qu'il peut avoir à ce poste. Mais ça reste supérieur à un Danilo. Donc le fait d'avoir troqué, entre guillemets, Silva pour Danilo, ça affaiblit l'équipe. Pour moi, c'est une évidence. Mais bon, après, il faut aller de l'avant. Marquinhos, il apporte quelque chose en plus par rapport à Silva, c'est qu'il va plus vite. Il peut, on peut se permettre d'avoir une ligne qui est plus haute. Et du coup, on va essayer de capitaliser sur ça pour avoir un bloc qui est plus resserré. Et puis voilà, mais moi, on peut pas faire le deuil de Silva aussi facilement, je pense, par rapport aux recrues qu'on a fait cet été. Le deuil de Silva, je l'avais commencé quand Silva était là. Oui, mais de manière rationnelle, tu peux pas considérer que perdre Silva et récupérer Danilo, l'argument on se renforce pas. Danilo, on a perdu. Par contre, autant j'ai apprécié Marquinhos au milieu, autant, tu vois, c'était bien Marquinhos au milieu. Autant quand il est central, il est juste 10 fois plus fort en valeur absolue que à son meilleur au milieu. Ouais, peut-être, mais c'est pas toujours été une évidence. Ça n'a pas toujours été une évidence, notamment sous Emery. Là, c'est en train d'en devenir une. Et il a un apport où il est vraiment le patron. Je me faisais la réflexion pour un match, j'en discutais avec Basto, et j'étais en train de me dire, mais Marquinhos aujourd'hui et Ramos il y a 3 ans, lequel devient le patron de la défense? Pour Basto, c'était Ramos. Moi, j'ai dit que c'était pas si sûr, parce qu'il est vraiment en train d'acquérir une dimension extraordinaire. Et un joueur pareil avec un tel niveau, pour moi, tu le mets central, puis c'est tout. Et après, ensuite, tu te débrouilles. Parce en central, il t'apporte tellement que tu le mets central. Les supporters parisiens, Braias vient de dire beaucoup de bien de Marquinhos. Non, mais c'est-à-dire que là aussi, il faut rappeler que là, cette configuration de match, elle avantage Marquinhos parce qu'en fait, il n'y a pas de vrai neuf. Donc, c'est-à-dire que Marquinhos, lui, son gros point fort, c'est les couvertures. Et du coup, pour lui, c'est du pain béni parce qu'en fait, il maîtrise son sujet. Il n'a pas été très menacé par des appels en profondeur et de toute façon, même si ça avait été le cas, il les aurait gérés et il n'a pas été très menacé dans les duels aériens où c'était un peu son point faible. Brest jouait avec un vrai neuf et il l'a très très bien géré. Cardona, je crois, et c'est un vrai neuf et qui est loin d'être dégueu et il l'a extrêmement bien géré. Tu parles de quoi? De quoi? J'ai pas entendu le début. On va pas parler forcément des matchs avant, pardon, Basso. Non, c'est bon. Lionel, toi, tu militais pour cette charnière qui pèle Marquinhos. Donc, Marquinhos 6, lointain souvenir, ça te va toujours? Oui, tout à fait. Après, j'entends l'argument de Kata quand il dit qu'avec Silva, on perd un joueur de haut niveau. Et je suis assez de votre avis aussi quand vous expliquiez que, certes, Silva est un joueur de très haut niveau. Le problème, c'est que collectivement, il a tendance à faire reculer un peu le bloc. Et je pense que l'équipe du Paris Saint-Germain, de par les joueurs qui sont devant, qui n'ont pas non plus une capacité à redescendre et tout, a besoin d'être placé un peu plus haut. Et le fait d'avoir Silva qui avait plutôt tendance à faire reculer l'équipe, je trouvais que le bloc était vraiment trop détendu. Avec Marquinhos et Kimpembe en défense centrale, ça nous permet, quand on est capable d'être bien physiquement, d'avoir un bloc plus haut et donc d'éviter à nos joueurs offensifs de devoir se retrouver trop bas lorsqu'ils reçoivent le ballon. Après,
Oui, Danilo n'est pas un super joueur, mais depuis l'arrivée de Pochettino, et même, enfin, il n'a pas eu l'occasion de jouer parce qu'il était blessé. Donc, et on arrive à avoir un milieu de terrain. Bon, alors, contre Marseille, c'était pas trop le cas, mais d'avoir un milieu de terrain qui peut être cohérent. Donc, je pense que c'était aussi le bon moment pour laisser partir Silva et permettre à Marquinhos de vraiment prendre le leadership et devenir l'âme de cette équipe. Très bien. Après, moi, si je peux me permettre aussi un autre argument qui est un argument de poids, c'est que là, le fait de ne pas avoir Silva dans l'effectif, ça fait que si Marquinhos se blesse, on a qui? On a Kerrer, parce que les autres, c'est des gauchers. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte qui est très important. C'est-à-dire que Marquinhos, il n'a pas vraiment de doublure fiable dans cet effectif. Alors, tu as une lecture pragmatique et elle est très difficilement réfutable. Mais par contre, là où je me prends faux, aussi pragmatique soit ta lecture, c'est que Silva était effectivement une solution, mais pour moi, c'était une mauvaise solution. Et Non mais, c'était une mauvaise solution parce que quand Silva était l'adjoint, il était exceptionnel. C'est-à-dire que footballistiquement, il y a quasiment rien à lui reprocher. Mais dans l'attitude, une fois que c'était lui qui était clairement le patron de la défense, il y avait des problèmes qui étaient récurrents. Alors, qui s'expliquent par Silva, mais aussi par le coach et pour tout un tas de raisons. Mais entre autres, qui s'expliquaient par Silva. Et alors, oui, ça nous amène pléthé de problèmes. Effectivement, si Marquinhos se pète, clairement, c'est une énorme tuile. Mais de la même manière qu'à partir du moment où un joueur qui s'impose quand il se pète, c'est une énorme tuile. Et effectivement, comme tu dis, on n'a pas forcément de remplaçant, mais on avait, je pense, besoin de passer par ça parce que bah, Silva il veut être le patron, il veut être le mec référence, il veut machin, et on avait besoin de tourner la page, quoi. mais moi, je pense qu'on on aurait pu installer Silva en doublure. Pardon. Ouais. Ouais, moi, j'ai Vas-y. pas l'impression qu'il avait envie d'avoir ce rôle-là aujourd'hui, surtout s'il veut aller à la Coupe du Monde en 2022. Et après, quand tu prends toutes les autres équipes, si Sergio Ramos se pète, le Real, pareil, ils n'ont pas de véritable solution derrière ça. Donc, c'est, on peut pas non plus toujours. Non mais, Alors, c'est vrai que Kerrer, non la mais, différence de niveau est énorme, mais non mais ça- après, où le raisonnement ne tient pas, c'est je pense que, honnêtement, je pense que Silva, on aurait pu le garder dans l'effectif avec un salaire réduit. Et on n'était pas obligé de le mettre comme un titulaire indiscutable. Il aurait pu changer de statut, quoi. On sait très bien, il y a très Ça bien marche pas avec Silva et tu le sais, Bah non, je suis pas d'accord avec toi, quoi, parce que... Bah, il était pas Enfin, très content quand il dit. Bon, on va pas refaire le débat Silva éternellement, on va pas. si je peux juste conclure, pourquoi moi je pense que Clôt le sujet, ouais, Lionel. pourquoi je pense que ça n'aurait pas marché, c'est que le respect qu'il y avait un joueur comme Marquinhos ou même d'autres joueurs pour Silva fait qu'il n'aurait pas pu prendre ce leadership tant que Silva était présent dans l'effectif. Très bien. Bah, on va passer au milieu de terrain, donc qui était constitué de Paredes pour la première relance, Herrera pour le travail de l'ombre et Verratti en position numéro 10. Kata, tu as un peu tout à l'heure effleuré le sujet Paredes. Qu'est-ce que tu as pensé de ce milieu et collectivement et chacun dans leur rôle individuellement? non, moi j'ai bien aimé Paredes sur ce match-là, dans ses sorties de balles. Il a bien pris les responsabilités pour faire ressortir le ballon. Herrera, franchement, il y a du mieux par rapport à ce qu'on voyait sous Tuchel. Il, il paraît un peu plus juste techniquement, même s'il prend toujours aussi peu de risques, mais il dénote pas comme il pouvait le faire il y a quelques mois. Donc ça, c'était pas mal. Verratti, j'ai pas... On dit qu'il joue en 10, moi j'ai du mal à comprendre son positionnement. J'ai pas l'impression Il qu'il... a à le comprendre aussi. Moi, j'arrive pas à lire son positionnement. J'ai plutôt l'impression qu'il joue une sorte de rôle de relayeur, mais il joue pas vraiment dos au but. Donc, j'ai du mal à comprendre le positionnement de Verratti. Pour moi, celui qui a joué vraiment le rôle de plus de 10, c'est Di Maria, parce que c'était lui qui était trouvé entre les lignes et qui avait pour objectif de lancer les attaquants. Pour moi, c'est plus Di Maria qui a joué dans un vrai rôle de 10 et
Et Verratti, je n'ai pas compris trop sa position. Du coup. Très bien. Donc, on a Kata qui est normalement le mec qui critique Paredes, on a Andreas qui défend Paredes. Qu'est-ce qu'il a pensé du match de Paredes et qu'est-ce qu'il a pensé du match d'Herrera et de Verratti et du milieu collectivement en soi? Est-ce qu'il a fonctionné pour lui? Bah, déjà, le milieu, pour moi, il n'a pas fonctionné. On peut noter une chose, c'est qu'il y a eu énormément de replacements, de repositionnements dans le milieu au cours du match. On a eu clairement jusqu'à la 25e, enfin non, même jusqu'à la 30e peut-être, je sais plus, je suis pas fort pour les minutes, mais Herrera Paredes en ligne 2 avec Marco Verratti qui était positionné plus haut. On parlera après individuellement. Après ça, il y a eu un espèce de swap où on s'est retrouvé avec Marco Verratti en fin de première mi-temps qui s'est retrouvé à côté de Paredes avec Herrera qui était clairement plus haut pour finalement se retrouver en deuxième mi-temps avec Paredes qui était clairement 6, avec Herrera qui était un petit peu au-dessus et non plus à côté, et Verratti qui de nouveau était haut. Donc je pense que ça a pas mal bougé, je pense que c'était des consignes du coach, que c'est le coach qui a dit ça à la 20e, c'est le coach qui les a replacés à la 45e, parce que effectivement ça ne marchait pas. Alors après, individuellement, oui, Paredes pour moi, c'est mi-figue, mi-raisin. J'attendais mieux de lui dans cette configuration. Ce que j'appelle cette configuration, c'est d'avoir un joueur, un milieu qui est haut, qui est un peu capable de défendre pour assurer les premières défenses avant que ça arrive sur lui. Et dans une situation où il a de l'espace devant lui, je trouve qu'effectivement, il a fait ressortir la balle proprement. Mais voilà, si on compare ça avec ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire un 6 qui joue en Regista, bah, c'était très timide. C'était très timide. Il n'en a pas eu assez de tranchantes. Il n'y en a pas eu assez qui sont allés loin. C'était pour moi, Paredes, je l'ai déjà vu meilleur et pour moi, c'était du Paredes moyen, quoi. C'était du Paredes moyen dans une bonne configuration. Herrera, c'est difficile de le voir. À chaque fois, tout le monde en dit du bien, mais effectivement, il a accompli un travail d'ombre extraordinaire. Après, je suis d'accord avec Kata, il y a un peu de mieux technique, mais il y a toujours un petit peu de déchet qui est un petit peu gênant et il faudrait qu'il règle la mire. Et pour Marco Verratti, bah, je ne le voyais pas pendant le match, mais je m'en suis rendu compte après. Bah, il était introuvable devant. Des trois matchs, c'est peut-être son plus mauvais match en tant que 10. Et clairement, c'est pas un 10, c'est pas un poste qui est fait pour lui. Je pense que c'est le cas. J'espère que c'est dû aux circonstances parce qu'il n'y a pas vraiment de solution de remplacement pour avoir ce système-là et que ces solutions vont venir avec Rafinha, avec notamment Rafinha. Je pense que je partage assez l'avis de Kata sur la performance de Paredes. Concernant Herrera, en fait, je trouve que c'est vraiment le joueur neutre par excellence. Et on ne le voit pas beaucoup. Mais il est ni bon ni mauvais. Enfin, c'est un joueur qui est utile, mais sans vraiment être transcendant. Après, Verratti, hier, ce qui m'a vraiment choqué, c'est on a l'impression qu'il est incapable de se positionner, il veut être partout, en même temps il est nulle part. Il y a une action qui a vraiment été symptomatique de tout cela, c'est lorsque, à un moment, il y a Di Maria qui reçoit un ballon dans l'axe et qui donc, essaie de se projeter pour chercher Kurzawa côté gauche, et Verratti qui reste dans ses pieds, et qui, entre guillemets, lui bloque une zone de passe, et lui, il envoie une passe en touche pour Kurzawa. Et c'était souvent ça où on a l'impression que Verratti, sans ballon, il a vraiment un souci pour trouver les bonnes zones pour se positionner dès qu'il n'est pas dans sa zone de confort, pas très loin des défenseurs centraux. Moi, vas-y, Seb. Ouais, juste rebondir sur un truc, c'est peut-être qu'il peut y avoir un mal pour un bien là-dedans. Avec peut-être, si c'est possible, si les circonstances le permettent, un ou deux matchs de plus de Verratti dans ce positionnement-là, pour que ça lui serve quand il redescendra et qu'il sache monter à meilleur escient que ce qu'il le faisait avant. Il peut y avoir un mal pour un bien. J'allais rebondir là-dessus, mais c'est ce qu'on espère tous. Mais en fait, j'ai l'impression que Verratti, il est plus con qu'on le croit. J'ai l'impression que ce type, il est né avec un ballon et dès qu'il ne voit pas le ballon, il est en panique. Et donc là, quand il est positionné en numéro 10 et qu'il est devant la balle, il est obligé de se retourner pour voir où elle est, de se rapprocher. Et en fait, il se retrouve introuvable pour ses partenaires. Et donc, j'ai pas aimé notamment la première demi-heure de Paredes. Paredes, j'ai un problème avec lui, notamment hier, c'est que dès qu'il est sous pression, ça va être passe latérale. Après, il fait des bonnes passes, mais quand il a 3 mètres d'avance pour jouer. Mais en même temps, c'était très compliqué d'aller trouver Verratti qui se mettait dans des zones
où il était introuvable. D'ailleurs, je crois que dans les 20 premières minutes, il touche que 10 ballons Verratti hier, ce qui est quand même incroyable pour lui. C'est sur une base, normalement, il est sur une base de 130 ballons par match. Hier, il était vraiment introuvable. Et Herrera, j'ai la même impression que vous, les neutres, mais après, il y a eu des stats qui sont sortis défensifs. J'ai l'impression qu'il travail de long, quoi. On sait qu'il parle un peu le même football que Pochettino. Ils ont des principes d'idées de foot qui sont la même. Donc, il a peut-être un rôle spécifique qui fait que visuellement, effectivement, on ne peut pas trop le voir. On va passer au trio d'attaque. Icardi, Di Maria, Mbappé. Lionel, à ton avis sur ces trois joueurs? Icardi a fait du Icardi, même si on sent qu'il n'est pas encore à 100% physiquement. Même sur l'action du penalty, j'ai trouvé un peu lourd, bateau. Mais on sent que, voilà, en tout cas, il a retrouvé l'envie de jouer, l'envie de marquer. Mbappé, je l'ai trouvé assez agaçant. Il fait toujours un geste de trop, toujours en train de chercher à faire des passements de jambes et autres. J'ai l'impression qu'il n'est pas libre dans sa tête en ce moment, et donc ça ne le libère pas aussi sur le terrain, puis physiquement il doit pas être à 100%. Et Di Maria, c'est un peu le Di Maria qu'on connaît, qui peut faire 5-10 minutes excellentes, et puis après 5-10 minutes où t'as envie de l'attraper et de le frapper contre le sol. C'est un joueur qui peut être exceptionnel et agaçant, et pendant le match, il a été les deux, je trouve. Très très bon à certains moments et très très mauvais à d'autres. Mais voilà, c'est un train. Est-ce que tu partages cette lecture des trois joueurs? Alors pour Icardi, je trouve que Lionel est dur. Il a été extrêmement utile dans le jeu en première mi-temps, en deuxième mi-temps moins, dans le sens où il était crevé physiquement, mais on l'a vu dans le jeu par les remises, par son attitude, par les appels. Il y a une lecture que je partage avec toi, Lionel, c'est que notamment dans son regard, on retrouve une fraîcheur, il y a une envie qui est retrouvée. Et pour moi, clairement, dans l'attitude, dans l'abnégation, dans l'efficacité, ça a été l'homme du match hier. Après, il y a Marquinhos qui est au-dessus, mais Marquinhos est tout le temps au-dessus, donc Marquinhos, on oublie. Et l'homme du match, pour moi, c'était Icardi. Pour Mbappé, les matchs se répètent et se ressemblent. Clairement, il y a une crise de confiance un petit peu chelou, ces joueurs. Alors, c'est pas la même forme qu'une crise de confiance pour d'autres joueurs. C'est plus une crise de j'essaye de me trouver qu'une crise de confiance. Il est à un crossroad, je pense, au niveau de sa progression. Et comme tu l'as dit, Lionel, il est très agaçant. À sa décharge, il était peut-être un peu moins agaçant hier que sur les précédents matchs. Hier, il y avait un peu mieux, mais il faut vraiment chercher midi à 14h pour trouver du mieux, et on arrive à en trouver à cette horaire improbable. Et pour Di Maria, Lionel, pour moi, tu as dit la bonne phrase. Le seul problème, c'est qu'avant, Di Maria, c'était 45 minutes où il était très bon. Et là, c'est 5-10 minutes où il est très bon. Et très souvent, c'est 5-10 minutes par mi-temps. Et c'est pas 5-10 minutes et 5-10 minutes, il est mauvais. Et 5-10 minutes, il revient très bon, quoi. C'est beaucoup de ballons perdus et de temps en temps des intuitions. C'est un Di Maria qui est le même Di Maria qu'il y a 3 ans, sauf qu'il est plus faible. Il a complètement perdu sa qualité de frappe cette année, d'ailleurs. Il marque beaucoup moins, ses frappes de loin sont souvent à 10 mètres des buts. C'est le même, version plus faible. Et il prend de l'âge, et je pense qu'il est temps de tourner la page. Kata, est-ce que tu partages l'avis de tes collègues? Oui, globalement, je partage l'avis des collègues. Di Maria, moi, je l'ai trouvé intéressant entre les lignes, parce que lui, il a su faire ce que Verratti n'arrivait pas à faire. Il a essayé en tout cas de jouer entre les lignes, de se retourner, de servir les attaquants. Après, je suis d'accord avec Drayas, là on a vraiment une version faible de Di Maria. Il lui manquait le coup de rein pour éliminer et pour justement essayer de servir les attaquants. Un peu comme ce qu'il avait fait contre Marseille. Je ne sais pas si vous vous souvenez du match au Vélodrome sous Tuchel, où on avait gagné, je crois, 3-0 ou 4-0, je ne sais plus. Où on avait fait un super match. Quand ça? Je crois que c'était le match contre Marseille de la première partie de saison dernière. C'est annulé par le Covid, c'est au Parc quand on gagne 4-0, peut-être que tu parles? C'est peut-être au Parc, ouais, avec le milieu Verratti, Marquinhos, Gay, et Mbappé, Icardi et Di Maria en attaque.
Ouais, faut pas, quoi. Et on avait fait un super match. Et là, Di Maria, il avait été bien trouvé entre les lignes. Et là, en fait, il a fait la même chose, mais sauf qu'il n'arrivait pas à distribuer le jeu. Il n'arrivait pas à éliminer. Et du coup, ça donne une impression mauvaise du joueur, quoi. Ouais, on a l'impression Un sentiment d'impuissance, quoi. c'est Di Maria avec un demi-tempo de retard par rapport à ce qu'il pouvait être. Ouais. C'est ça. Et le truc, Euh, c'est que pour moi, hier, il a été dans un bon match parce que si tu compares par rapport à sa prestation sur le match précédent, hier c'était un mm. bon match. Mais dans les bons matchs, il est plus aussi bon. Oui, c'est sûr. Ouais, ça, je suis d'accord avec ça. Icardi, de toute façon, il sera toujours jugé sur ses buts, je pense. Alors peut-être qu'on aura une évolution sous Pochettino d'un joueur qui participe plus, mais en tout cas là, il a fait ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire être décisif et marquer des buts. Donc pas grand-chose à dire sur sa prestation, à part le fait qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il revienne en forme aussi vite, qu'il ait une condition physique aussi bonne dès son deuxième match. Donc ça va être très important pour la suite de la saison. Et Mbappé, moi, ces matchs se ressemblent et sont assez inquiétants. Enfin, il apporte rien en fait. Il apporte rien sur le côté. Il a juste du mal à jouer simplement. Il essaye d'éliminer, mais il n'y arrive pas. Donc c'est très problématique. Il faut vraiment essayer de trouver un rôle à Mbappé pour qu'il se rende utile à l'équipe. Parce que là, en fait, le problème, c'est qu'il n'est pas utile à l'équipe. Donc peut-être que ça va passer par un retour de Neymar à gauche et par Mbappé à droite. Tuchel l'avait fait un match, je crois, euh, il y a quelques mois. Donc peut-être que ça va repasser par le fait qu'il joue à droite. Comme Mais, soumis. mais là, je vois pas comment il peut se rendre utile à l'équipe, en fait. Est-ce que Il faut vraiment qu'il fasse évoluer son jeu. Il y a Kata et après. Moi, j'ai envie de donner un mauvais point à Qatar. Il a prononcé trop de fois le mot Tourelle. On avait dit qu'au bout de 3 fois, on était ban du podcast. Merci Kata, c'était sympa de t'avoir. On va clore ce sujet PSG Marseille. On va parler maintenant plus longuement des premiers pas de Pochettino. On va parler déjà tactiquement. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous voyez déjà une patte Pochettino, des évolutions tactiques par rapport à Tourelle? Et est-ce que vous avez vu sur ces 3 matchs une évolution de son coaching déjà? Drayas, vas-y. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'avant, on se retrouvait avec un coach qui, grosso merdo, on était arrivé à un stade à se dire on va essayer d'assurer du mieux qu'on peut le jeu sur ballon et sinon passer la balle devant pour que les mecs devant se démerdent, avec un mec qui essaye d'organiser quelque chose. Donc c'est même pas comparable en fait. C'est-à-dire qu'il y avait une absence de coaching et on se retrouvait avec un coach. Donc, les nouveautés tactiques que tu as vues? Ouais, les nouveautés tactiques, déjà, ce qu'on a vu dès le premier match, du coup, on va parler des 3 matchs. Ce qu'on a vu dès le premier match, c'est l'apparition du bloc. Ça a duré que 20 minutes, mais on a vu un bloc avec 5-6 joueurs qui étaient devant le ballon. Alors avec Je parle du premier match. Ouais, du premier match, avec des fébrilités défensives. Et puis ensuite, la désorganisation est revenue. Ensuite de ça, il y a eu le deuxième match où là, c'était plus sur 20 minutes, on était une demi-heure contre Brest où on avait ce bloc-là. En plus de ça, on avait des mouvements parce que sur le premier match, c'était très statique. Et petite déception contre Marseille parce que le jeu avec ballon était bien moins satisfaisant. Ça s'explique entre autres par le pressing qui était très haut des Marseillais. Mais il y a une autre lecture qui est que clairement, on a l'impression que ce qui a été mis en avant, ce qui a été travaillé, c'était le replacement défensif tout en conservant un bloc. Et c'est vraiment ce qui ressort du match. Et j'insiste sur ce point que je disais tout à l'heure, c'est qu'on s'est retrouvé dans des situations où quand Marseille avait la balle en position haute, une image qui m'est revenue, c'était l'image de l'Atlético à l'époque de Juan Fran et consorts, quand tout le monde était dans la surface, où vraiment il y avait, dès qu'un Marseillais avait le ballon, il y avait 3 Parisiens sur le porteur du ballon. Trouver des angles de frappe pour Marseille, c'était d'une complexité absolue pendant la première mi-temps. Enfin, ils n'ont pas pu en trouver une, et pourtant, des fois, ils étaient aux 20 mètres, mais ils n'ont rien pu faire. Alors, ça s'explique par l'absence de neuf, mais ça s'explique aussi par ce replacement défensif qui était quelque chose qui n'était absolument pas apparent sur les 2 premiers matchs. Donc si
si je conclue par rapport à ce que je dis, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une évolution. Déjà, on voit l'apparition d'un bloc, ça c'est vraiment une constante, 20 minutes, 30 minutes, et là, presque 80 minutes. Et on voit qu'à chaque match, il y a quelque chose qui est travaillé. Le premier match, c'était vraiment le bloc. Le deuxième match, c'était les mouvements. Le troisième match, c'est la prestation défensive. Donc, clairement, il y a du travail qui est fait dans les intervalles. Et on parle d'intervalles qui, pour cette période-là, étaient des intervalles de 2 jours, qui étaient des intervalles de 2 jours. Donc, pendant ces 2 jours, il y a clairement eu des axes de boulot qui ont été faits. Et c'est porteur d'espoir. Pour l'instant, rien n'est fait, tout est à faire. Il va falloir combiner ces 3 choses-là. Il va falloir faire mieux ces 3 choses-là, notamment sur l'animation avec ballon. On a encore beaucoup trop de déchets dans les transmissions offensives. Le fait d'avoir un peu de déchets. Et en plus, c'est pas qu'on a beaucoup trop de déchets, c'est qu'on a du mauvais déchet. C'est-à-dire qu'il y a des déchets quand, par exemple, Neymar est en forme, tente un dribble comme il en tente plein et celui-là passe pas. Ça, c'est du bon déchet parce qu'effectivement, tout est. Mais tu as des mauvais déchets avec des passes. Le bon chasseur, le mauvais chasseur. Non, mais des passes qui sont directement en touche, des passes qui sont entre 2 joueurs, du déchet qui sert à rien, qui est contre-productif. Et ce déchet-là, il va être à proscrire, il va être à bannir, il va falloir vraiment faire des progrès dessus. Donc, tout est à faire. Mais par contre, il y a une vraie évolution, il y a une vraie logique en fait qui se dessine. Et qu'est-ce que ça fait du bien, enfin, du coaching à Paris, quoi. Tu donnes un bon point à Pochettino pour ses débuts, du coup. Oui. Kata, est-ce que tu vois des nouveautés avec Pochettino, toi? La nouveauté, c'est le 4-2-3-1. C'est la continuité avec un même système. Après, moi, je trouve que le constat de Drayas, il est un peu tronqué parce que, en fait, la difficulté que va avoir Pochettino, c'est d'intégrer Neymar. Parce que là, en fait, on n'a pas tous les titulaires. Là, on sait très bien que le défi qu'ont eu tous les coachs du PSG, c'est de compléter le puzzle avec Neymar, Mbappé et d'essayer de créer un collectif autour de ces joueurs. C'est ça le challenge. C'est ça la difficulté. Et là, en fait, on peut pas vraiment voir comment Pochettino va gérer ça. Là, on va le voir là parce que Neymar revient de blessure. Donc, c'est là où on va pouvoir vraiment voir ce que les projets de Pochettino avec Neymar et le juger par rapport à ses prédécesseurs, quoi. C'est-à-dire comment il va gérer ce challenge-là. Pour moi, c'est ça le point crucial. Kata, oui, Darius veut te poser une question. Juste une chose, c'est Neymar. Neymar est connu, il n'a jamais eu une blessure au PSG. Pardon? Neymar est connu, il n'a jamais eu de blessure au PSG. Ce que je veux dire, c'est que les précédents coachs, les matchs avec Neymar, ils l'ont eu à chaque match. Ils n'ont jamais eu à faire des matchs sans Neymar. Je traduis ce que dit Drayas. En gros, c'est que les différents coachs n'ont travaillé qu'avec Neymar et quand il n'était pas là, du coup, tout partait en volo. Et il est en train de dire que peut-être que Pochettino est en train de travailler quelque chose qui peut exister sans Alors, Neymar. après, je suis d'accord. Non, mais d'après, de toute façon, ça n'a pas trop de sens parce que Neymar, il est au cœur du projet. Donc, Mais j'entends ton objection, Kata. J'entends ton objection qui est de dire pour l'instant, Pochettino n'a pas eu à scoltiner Neymar. Mais entends ma contre-objection qui est de dire que quand le précédent coach, parce que moi je ne vais pas le nommer, quand le précédent coach, d'ailleurs était-ce un coach, quand le précédent coach donc n'avait pas Neymar, on n'a jamais vu une cohérence. On a vu des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes au niveau collectif sans Mbappé et Neymar sur pas mal de matchs. Et ça, c'était même le cas sous Emery en réalité. Que tu les trouvais plus intéressantes, mais en tout cas, il n'y avait pas cette sensation de continuité, il n'y avait pas des trucs qui se travaillaient, des blocs qui se mettaient en place et quelque chose qui s'installait. Alors, bien sûr, ça va être un enjeu. Bien sûr que ça va être un enjeu pour Pocket d'intégrer Neymar et comment est-ce qu'il va faire. Et c'est des vraies questions et on va voir comment il va résoudre. Mais dire que Neymar justifie les problèmes précédents, c'est inexact parce que Neymar a souvent été blessé, Neymar n'était souvent pas là et très souvent les coachs précédents ont eu l'occasion de travailler sans Neymar. Et pour l'instant, en tout cas avec le précédent, on n'a jamais vu cette cohérence se mettre en place. Mais après, ça n'a pas de sens pour un coach. Mais ça n'a pas de sens pour un coach du PSG d'envisager un plan de jeu sans Neymar au début de saison. Ça n'a pas de. Laisse finir Drayas. Le match référence de Tourelle. Laisse finir. Oui. Beaucoup de gens sont d'accord sur ce match référence. C'est le match contre Liverpool et Neymar est sur le terrain.
Non, mais après, il y a d'autres matchs qui ont été intéressants sans Neymar et sans Mbappé. Que ça soit sous Emery ou que ça soit sous, Oui, c'est autre chose. On va sous partir. Tuchel. On va Mais non, partir mais là, au niveau logique, je veux dire, c'est important de juger Pochettino Oui. avec ce qu'il va faire avec Neymar. Parce que Neymar et Mbappé t'apportent des contraintes. On est tous d'accord là-dessus. Bah, ouais, mais t'apportes des contraintes et t'apportes un chaos que tu dois gérer en tant que coach. Ouais, Et bah, on c'est verra. pas si facile. On va voir les On prochains verra. matchs puisque On verra. Neymar est de retour. Kata, toi qui étais inquiet par le timing du changement de coach, est-ce que sur ces 3 premiers matchs, tu es plutôt satisfait de Pochettino ou tu es toujours inquiet? C'est-à-dire, Bah, est-ce que ces 3 premiers matchs t'ont rassuré ou plutôt inquiété? bah, pour le moment, moi j'attends vraiment de voir ce qu'il va faire, bah, comme je le disais avec Neymar, et d'essayer de percevoir en fait le potentiel que l'équipe peut avoir au moment d'affronter Barcelone, quoi. Parce que en fait, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'en fait, on a viré un coach et on a une échéance. Oui. On a une échéance qui est Barcelone, et avoir viré son coach qui connaissait l'équipe depuis 2 ans et demi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Tuchel, c'est un risque. Parce que Tuchel, même si le jeu développé n'était pas toujours flamboyant, au niveau des résultats, on pouvait se dire que c'était un coach qui peut te faire un coup en Ligue des Champions. Et là, du coup, bah, avec Pochettino, on va voir si ça vaut le coup ou pas d'avoir pris ce risque. Alors, Donc, c'est pas le seul enjeu, mais c'est un grand enjeu. Lionel C'est n'a un pas parlé. grand enjeu parce que on ne peut pas galvauder On a un compris, enjeu aussi important qu'un huitième de finale. on a compris ton Mais- point de vue. mais- T'attends un peu de voir ce qu'il fera avec cette équipe au complet. enfin, juste, et contre Barcelone. le précédent quelle référence il a en Ligue des Champions. Alors, tu vas me parler du Final 8, mais justement, les matchs coup près contre les grandes équipes, mis à part en poule, et d'ailleurs, c'est le match référence que j'ai cité, il n'a pas tellement de références. Et ensuite de ça, je pense que par rapport à cette lecture, que tout va se jouer à Barcelone. Non, mais pas tout c'est va pas se jouer à Barcelone. c'est pas genre l'échéance à l'aune de laquelle, en tout cas moi, je jugerais bien plus sur la qualité de la cohérence de notre jeu arriver à Barcelone, mais même après, c'est-à-dire qu'à Barcelone, j'accepterais encore des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui ne sont pas encore en place. Le mec est là depuis un mois, il n'a pas eu de préparation, là pour l'instant il a enchaîné des 2 jours, là, alléluia, il va avoir 3 semaines avec une semaine entre chaque match. Mais pour moi, j'attends pas la panacée tout de suite. C'est pas. Non, mais là, le propos, il n'est pas sur Pochettino. Évidemment que Pochettino, on va pas le juger sévèrement s'il y a une contre-performance contre Barcelone ou une élimination. Moi, je parle de juger Ouais, le choix de la direction sportive ouais. d'avoir en fait changé son coach. Tu donnes un crédit Euh, à Tourelle que je sais pas d'où tu sors ce crédit pour Tourelle. N'en parlez pas de Tourelle, je suis plus non, là. mais moi, je trouve que quand même. T'as dit Tourelle. Non, mais quand même, on exagère un peu. Drayas, quand même, il faut pas oublier quand même que Tuchel, il a réussi des performances en Ligue des Champions avec des moyens qui étaient très bas. Il a réussi à nous qualifier dans une poule qui était difficile. Tu sembles le minimiser, mais il nous a quand même qualifié pour une finale de Ligue des Champions historique. J'ai l'impression que tu minimises tout ça, c'est un peu. Moi, je trouve que c'est un peu fort quand même. Pour moi, c'est juste que quand tu vas utiliser Barcelone comme étant le curseur à l'aune duquel Tourelle aurait dû peut-être être regardé, et ben je trouve que tu donnes. C'est toi qui l'opposé de minimiser, parce que maximiser, ça n'a pas ce sens-là, donc l'opposé de minimiser, l'intérêt de garder Tourelle. Kata dit pas ça. Kata, il dit que lui, il jugera pas Pochettino. Il dit que la direction a fait ce choix et que la direction elle a peut-être fait ce choix pour Barça. Et que dans ces cas-là, eux, si c'était leur idée. Non, je pense pas. Non, je pense pas qu'ils ont fait ce choix pour Barcelone. Ils ont fait ce choix parce qu'ils avaient un ras-le-bol, je pense, de Tuchel par rapport à sa communication et qu'il était en roue libre. Mais je pense que c'est un choix au niveau sportif qui est discutable parce qu'ils ont pris un risque
ils ont pris un risque de galvauder un peu cet enjeu de la Ligue des Champions, quoi. Donc c'est pas anodin. C'est pas anodin. Mais c'est pas un jugement sur Pochettino, c'est un jugement sur le choix de la direction sportive du PSG. Très bien. Lionel, ton avis sur ces premiers pas de Pochettino et est-ce que tu as vu des nouveautés tactiques? Tu t'es pas endormi? Non, pas du tout. Des nouveautés tactiques, bon, après, on sent que déjà, il remet les joueurs à leur poste, mis à part Verratti. Au niveau du bloc, c'est un peu plus consistant, mais pour l'instant, c'est difficile vraiment de pouvoir juger son travail. Il a été là pendant 11 jours. En 11 jours, il a eu 3 matchs. Entre les déplacements et autres, je pense pas qu'il ait eu beaucoup de temps pour mettre des choses en place. Mais on peut voir déjà que, enfin, qu'est-ce qu'il demande aux joueurs. Déjà, on a pu le voir avec les chiffres qui sont sortis pour les kilomètres parcourus des joueurs du Paris Saint-Germain, où il y a quand même un peu plus d'intensité dans notre jeu. Mais il faut voir si ça va durer, sachant que quand un entraîneur arrive, souvent les joueurs sont un peu plus motivés et sont prêts à écouter au début. La question, c'est est-ce que sur le long terme, ça va réussir à prendre. Moi, c'est l'entraîneur que je souhaitais, donc j'attends avec impatience de voir s'il va réussir ou pas chez nous. Très bien. Un petit mot sur sa communication. Pour le moment, Lionel, qu'est-ce que tu penses de sa communication? Je la trouve pas exceptionnelle. Je sais pas. Bon, après, je suis pas quelqu'un non plus qui est très emballé par les grands discours, etc. Sa première interview, enfin, sa première conférence de presse, je l'ai trouvé assez quelconque, pour être sympa. Et après, bon, ben, il essaie de jouer beaucoup sur l'émotion, sur le fait qu'il a été un ancien joueur du Paris Saint-Germain, sur le lien qu'il a avec les supporters, etc. Je pense que ça fait plaisir sûrement aux Ultras. Moi, c'est quelque chose qui me parle pas plus que ça. Mais c'est pas là que je l'attends. C'est-à-dire que moi, ce que je l'attends, c'est, comme vous dites, sur la cohérence tactique, sur ce qu'il va mettre en place avec l'équipe, etc. Après, tant qu'il ne bascule pas comme Tuchel sur les derniers mois, sa communication, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Andreas? Moi, j'ai trouvé sa communication intelligente, c'est-à-dire qu'à la fois, il flatte les joueurs, tout en disant systématiquement, en fait, ce qui revient, c'est qu'on a beaucoup de travail, il y a des choses qui se mettent en place, mais et on sent au travers de ça, en fait, qu'il a introduit une notion d'exigence et qu'il est en mode que collectivement, il ne va pas lâcher le truc, et c'est ce qui transparaît, en fait, dans sa communication. Après, je rejoins un peu Lionel, il y a une forme de neutralité dans sa communication, mais je trouve que le sens est intelligent. Kata, un mot là-dessus ou c'est bon? Ouais, moi, j'ai pas analysé en détail sa communication, mais le personnage, par rapport à ce qu'il a fait avant, on sent qu'il a un côté un peu gendre idéal et que je pense qu'il n'aura pas de problème de communication ou de posture par rapport soit à sa hiérarchie, soit par rapport aux supporters, soit par rapport aux médias. Il a vraiment un profil assez lisse. Il contrôle bien sa communication. Il a plutôt une cote de sympathie par rapport à son passé de joueur au PSG et sa bonhomie qu'il a physique. Donc je pense que oui, sur ce point-là, ça tranche avec Tuchel, ça c'est sûr. Ouais, non, je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Assurément un point fort pour Pour Pochettino. apaiser un peu la relation dirigeant-entraîneur. Oui, non, mais je pense que lui, il a tout compris, quoi. Au niveau communication, il fera pas de vagues et il fera des grands sourires à tout le monde et tout va bien se passer, je pense. Aucun problème. On n'apprendra pas forcément grand-chose, c'est pas le plus important. Drayas voulait parler d'un point qui est le coaching sur les 3 matchs de Pochettino en cours des matchs. Contre Brest, Saint-Étienne, il m'a tanné hier, il m'a dit il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de ça. C'est pas de ça. Alors parle. Si Je vais faire un peu de ça, on peut en parler. Enfin, moi, ce qui m'a noté, c'est que sur les 2 premiers matchs, j'ai vu des coachings. Alors, c'était pas tout à fait ça, mais c'était dans l'idée. Ce qui s'est passé, ça s'est passé 3 minutes après. Et contre Marseille, par contre, j'ai pas eu les coachings que je voulais. Et pour Marseille, je pense qu'au niveau du coaching, au niveau des changements, c'était plus des changements de rotation pour faire rentrer des joueurs, pour donner du temps de jeu à des joueurs, pour voir des joueurs.
Alors que contre Saint-Étienne et Brest, c'était vraiment des coachings que la situation demandait par rapport à une évolution du truc. Et c'est quelque chose qui m'a fait plaisir. Enfin, je me souviens, c'est un match où je me dis, mais maintenant il faut changer. Là, on était genre à la C'est 62e Gay qui sort pour Draxler, les Di Maria pour changements interviennent et c'est exactement cela à la 67e. C'est ça que tu demandais. Voilà. C'est des changements par rapport au jeu, par rapport à la situation et j'ai trouvé ça cool. C'était quoi tu voulais parler là? C'était le. Ben, j'ai oublié maintenant. Oui, c'était les changements pendant le match contre Marseille avec l'évolution du rôle du milieu. Mais j'en ai touché un Ah mot. oui, t'en as parlé tout à l'heure. Est-ce que la compensation Herrera qui monte, Verratti qui baisse? Herrera qui monte, Verratti qui redescend, etc. Et le fait que c'était tellement criant, ça peut être les joueurs qui sont dit tout à coup, Verratti qui dit je redescends et Herrera c'est toi qui monte, genre à la 25e pour les 20 dernières minutes de la première mi-temps. Mais je pense que c'était tellement criant que ça venait du coach. Et de la même manière, le repositionnement en deuxième mi-temps, qui n'était pas le même qu'en première mi-temps, avec clairement en fait, les milieux qui étaient alignés dans la verticale, alors qu'en première mi-temps, on était vraiment dans un 4-2-1. Et en deuxième mi-temps, on était dans un 4-1-1-1. Je pense que vraiment ça venait du coach et c'est quelque chose qui était assez notable justement parce que si j'ai pas eu les changements que je voulais en termes de remplacement parce que je pense qu'il était en gestion d'effectifs, par contre il a essayé de trouver des solutions par rapport à ce milieu qui clairement était le point défaillant contre Marseille. Après on saura jamais qui est quoi. Moi j'ai pas la même lecture, j'ai l'impression que c'est vraiment les joueurs en première mi-temps qui font les changements adaptés parce que Verratti était introuvable, du coup Herrera décide de prendre l'espace. Ouais, mais Verratti redescend vraiment 6 du coup. Bah oui, vu qu'Herrera prend l'espace, lui il est content, il va prendre le ballon. Pendant 20 minutes, il redescend 6 tout le temps. Pendant 20 minutes, oui, non mais pendant 20 minutes, il était 6, il essayait plus de parce qu'il touchait pas le ballon, il en avait touché 10 en 20 minutes. Ouais. Mais après on saura pas, est-ce que c'est un choix du coach? On verra bien dans les prochains matchs quelle est la position de Verratti ou pas. On va faire un focus sur certains joueurs maintenant qui ont été importants, enfin qui ont joué avec Pochettino. Est-ce qu'il y a une évolution de leur statut? On va commencer par parler du plus notable hier, Icardi. Est-ce que pour vous, il y a une concurrence qui existe avec Keane, qui a marqué lors des 2 premiers matchs sous Tourelle ou est-ce qu'il y a un joueur qui vous paraît au-dessus et pour les choix de Pochettino et footballistiquement parlant, Lionel, ton avis sur Icardi et sur Keane du coup? C'est-à-dire que si les deux sont à 100%, Icardi est clairement le numéro 1. Mais après, je pense que c'est intéressant de garder cette concurrence de façon à ce qu'il y ait cette émulation et qui permette aux deux quand ils sont appelés à donner leur pleine mesure. Mais je pense que Icardi, entre Icardi et Keane, il n'y a pas photo. Kata? Icardi, il s'est imposé quand même assez vite dans les plans de Pochettino par rapport à sa condition physique. Pochettino, on peut dire qu'il lui a fait confiance assez rapidement. Donc là, je pense qu'il semble avoir un consensus des observateurs sur le fait que Icardi, il est quand même devant Keane. Donc après, ça sera à voir sur la durée, ça sera à voir aussi en fonction des joueurs qui sont autour. Donc là, il y a des choses à tester de la part de Pochettino, parce que là, si on est sûr qu'il va jouer en 4-2-3-1, là, il va y avoir des adaptations. Verratti, je ne pense pas qu'il va rester en 10. Il va devoir intégrer Neymar, il va devoir trouver une place à Mbappé. Donc on va voir comment il va utiliser Icardi et si Icardi élève son niveau de jeu. Donc voilà. Mais là, pour le moment, tous les voyants sont ouverts pour Icardi. Tout a été dit. On va passer un peu au milieu de terrain. Donc, je vais te faire commencer, Dragnas. On a eu Gay qui a joué les 2 premiers matchs. On a eu Herrera qui a joué les 3 matchs. On a eu Paredes hier. On a eu Verratti qui a joué les 3 matchs en numéro 10. Je vais te poser plusieurs questions. Est-ce que tu penses qu'avec les retours de Rafinha et Neymar, Pochettino va insister avec Marco dans une position haute? Et est-ce que tu penses, parmi les Gay, Herrera, Paredes, est-ce qu'il y en a un qui se démarque comme indispensable pour Pochettino? Alors, pour Marco Verratti, moi, depuis le début, je pense que c'est circonstanciel. Les deux joueurs qui sont capables. En fait, ce qu'on constate avec Pochettino, c'était annoncé qu'il voulait jouer en 4-2-3-1 et il arrive à Paris et ce qu'il met en place, c'est un 4-2-3-1. Donc, clairement, il a envie d'avoir un milieu qui est haut. C'est important pour lui.
Et mis à part Draxler qui aurait pu tenir ce rôle, mais Draxler en même temps, il a vraiment utilisé en fin de match, c'est sans doute qu'il n'apporte pas satisfaction aux entraînements. Donc, mis à part Draxler, si tu regardes avec les différentes blessures, etc. Draxler, il le fait rentrer en ailier. Hein. J'ai l'impression qu'il le voit plus Oui, comme ça, un ailier aussi. mais de toute façon, il le fait rentrer en fin de match. Donc, si tu veux, c'est plus sur cet aspect-là. Et du coup, si tu y réfléchis, le seul qui était capable plus ou moins de remplir cette fonction de milieu haut, le seul qui en avait les capacités, c'était Marco Verratti. À partir de là, je pense que c'était un choix circonstanciel. Et comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être un mal qui va en sortir d'un bien. Donc, j'espère encore voir Marco Verratti 1 ou 2 matchs pour ça, pour peut-être qu'il comprenne quelque chose pour ensuite redescendre plus bas. Mais je pense qu'à terme, ce ne sera clairement pas lui. Et j'espère qu'à terme, ce ne sera pas lui. Et voilà. Et ensuite, pour derrière, celui qui semble s'installer, celui qui est là tous les matchs, celui qui finit tous les matchs, celui qu'on ne voit pas, qu'on décrit comme le joueur transparent, mais qui a des bonnes stats, etc., c'est Herrera. Clairement, Herrera, j'ai l'impression qu'il est en train de gagner sa place. Gay a fait 2 très bonnes rentrées, particulièrement le premier match contre Saint-Étienne où il fait 20 minutes exceptionnelles, puis ensuite de ça, il disparaît complètement, au point d'être sorti à la 60e. Ensuite de ça, j'ai trouvé son entrée contre Brest intéressante sur le point défensif, mais alors beaucoup plus intéressante, pour pas dire préjudiciable pour l'équipe contre Brest. Pendant les fameuses 20 minutes, pour ensuite de ça recommencer à disparaître. Alors là, il ne sort pas à la 60e par choix, il sort sur blessure. Est-ce qu'il va gagner des points? C'est un profil qui peut gagner des points. Pour l'instant, il en a gagné et perdu, donc c'est impossible de se positionner. Paredes, est-ce que ça va être poursuivi? Il faut voir. Paredes, c'est vraiment un cas particulier, parce que Paredes, il faut que le milieu qui soit plus au-dessus de lui le protège. Avec Rafinha, ça peut marcher, mais c'est vraiment un cas particulier. Le milieu, de toute façon, a toujours été un puzzle au Paris Saint-Germain. Ça continue d'en être un, avec Marco Verratti, où on n'est toujours pas sûr de quelle est sa place idéale, alors que c'est vraiment notre homme référence du milieu. Il est important que Rafinha revienne pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Lionel? Qu'est-ce que je voulais dire concernant Verratti? Le milieu en général, Verratti, est-ce qu'il faut continuer avec lui dans cette position haute et quel milieu parmi ceux qui ont été utilisés a marqué des points pour Pochettino selon toi? Après, sur les milieux défensifs, bon, déjà, Danilo n'a pas eu l'occasion de jouer. Mais comme j'ai dit, Herrera, bon, je ne suis pas un grand fan, mais je pense que c'est-à-dire que c'est Herrera, Gay ou Paredes ont été bons à certains moments, moins bons à d'autres. Et ça permettra de garder une certaine forme de concurrence parmi ces trois-là. Après, Verratti, qui, je pense, va rapidement réintégrer cette ligne de 2 et qui, dans sa capacité à pouvoir sortir les ballons, a peut-être un peu d'avance par rapport aux autres. Ensuite, moi, je ne serais pas surpris de voir, par exemple, Rafinha être utilisé côté droit dans le 4-2-3-1. Parce que s'il garde Neymar peut-être un peu plus axial et Mbappé couloir gauche, je pense qu'il faudra quelqu'un couloir droit qui sera capable d'apporter offensivement, mais aussi d'apporter défensivement. J'ai des doutes par rapport à ça pour Angel Di Maria. Donc voilà, je pense. Kata? Moi, je pense que Verratti, ce qui est bizarre, c'est que Verratti, c'est notre meilleur milieu. Après, je pense pas qu'il reste dans cette position de 10. Je pense que, comme a dit Dryas, c'est circonstanciel. Je pense que Rafinha, c'est le plus à même d'être dans ce rôle de 10 qu'occupe actuellement Verratti. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que Rafinha dans l'effectif. Donc c'est pour ça que peut-être que dans le mercato va jouer un rôle pour essayer de choper un joueur dans ce registre-là. Pourquoi pas Dele Alli, pourquoi pas Eriksen. Et moi, je pense que pour accompagner Verratti dans le double pivot, un cran en dessous du 10, ça va être une bataille entre Herrera et Gay. Voilà. Mais après, Paredes, je pense que ça sera une option. Ouais, tu penses que si Verratti redescend, Paredes redevient remplaçant? Exactement, Basto, tu as tout dit. Je pense pas qu'un double pivot Paredes-Verratti soit viable. Donc, mécaniquement, ça met Paredes. Tu continues à penser que Paredes et Danilo partent avec un cran de retard sur le reste?
Mais je pense que pense. Herrera, c'est celui qui a gagné le plus de points par rapport à Gay sur les 3 premiers matchs. C'est possible. Pour Pochettino, ouais. J'ai l'impression qu'il lui demande des rôles spécifiques à Herrera, qui est de couvrir notamment la montée des latéraux. Et je vois une belle complémentarité en plus entre Herrera et Verratti le jour où Verratti redescend. C'est possible. On verra dans l'avenir, groupe au complet. On va finir par l'utilisation de Neymar, Di Maria et Mbappé quand il y aura tous ces joueurs. Vous pensez que Pochettino va les utiliser comment? Toi, tu as commencé à parler de Rafinha ailier droit. Lionel, tu vois ça comment pour Di Maria, Mbappé, Neymar? Aujourd'hui, j'ai l'impression que Mbappé a plus de facilité en partant du côté gauche. Moi, j'en avais parlé un peu avant l'arrivée de Pochettino, où je disais que je vois bien aimé voir Neymar à gauche et Mbappé à droite pour avoir nos deux joueurs clés qui occupent des zones différentes et ne plus se retrouver avec le côté gauche comme le côté point fort et le côté droit comme un côté complètement délaissé. Mais après, je pense que Rafinha aussi peut jouer des fois couloir droit. Il l'a fait un peu, il me semble, au Celta Vigo. Et dans cette demande de repli défensif, avec peut-être Neymar et Mbappé qui ne le font pas systématiquement, si on les a tous les deux sur le côté, on peut se retrouver avec les latéraux rapidement en difficulté. Donc ça peut créer un équilibre en mettant Rafinha à droite et en recentrant Neymar en position de 10. Après, il faudra voir aussi si il n'y aura pas un joueur qui peut rejoindre le Paris Saint-Germain lors de ce mercato et changer un peu la donne. Kata, toi, tu vois ça comment l'animation offensive? Là, les récents matchs, et surtout le match contre Marseille, il place quand même Icardi sur une place de privilégié de titulaire. Donc après, le puzzle, il reste à placer Neymar et Mbappé. Neymar, forcément, tu le mets à gauche. Et Mbappé, du coup, tu dois lui trouver une utilité. Donc, a priori, il n'y a que à droite où il peut être. À part si tu fais un système un peu bizarre, mais dans ce 4-2-3-1 qui semble cher aux yeux de Pochettino, moi, je vois pas comment le puzzle il peut se dégoupiller d'une autre façon, en fait. Parce que le 10, il va lui demander quand même un travail défensif. C'est un milieu de terrain, donc je pense pas que Neymar il puisse entrer dans cette catégorie-là. Donc pour moi, il pourra évoluer qu'à gauche, Neymar. Et donc pour moi, Mbappé va devoir retourner charbonner à droite. Il aime pas ça, mais moi je vois pas d'autre solution. Donc peut-être que vous pouvez m'aider, mais moi je pense que le puzzle il est assez simple en fait. Brias, veux-tu aider Kata? Ouais, je veux bien. Je pense qu'il commence à y avoir un argument pour Pochettino qui se dessine pour Mbappé. En ce moment, ça marche pas très bien, donc peut-être que si tu revenais sur ce côté-là, où mine de rien, tu as bien fonctionné. Parce que je suis d'accord avec Kata, avec un bémol sur Neymar. Neymar, c'est défendre. Je sais pas pourquoi il y a cette vision. Alors c'est vrai que pour défendre, Neymar, il y a des joueurs qui choisissent leur match. Neymar ne choisit pas ses matchs, mais pour défendre, il choisit ses matchs. C'est-à-dire qu'il y a certains matchs, mais par contre, quand il faut faire des efforts et quand c'est des matchs où il choisit de faire des efforts, Neymar, il les fait et il les fait plus que beaucoup de joueurs. Non, mais après, il n'y a pas de souci là-dessus. Par Non, contre, je pense que. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en soi, je suis intimement convaincu d'une chose, c'est que le coach qui arrive à faire de Neymar le joueur qui est 10 et qui en même temps est capable de prendre en charge ses rôles défensifs, vu la qualité de passe de Neymar et la qualité de vision de Neymar, ça peut faire très 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 mal. C'est pas ça que je disais, Dress, c'est qu'en fait je disais juste que en fait, Pochettino, j'ai l'impression que dans son 4-2-3-1, le 10 c'est un milieu de terrain et du coup il va demander à ce milieu de terrain de faire des efforts défensifs de milieu de terrain. Et je pense pas qu'il envisage ce rôle-là pour Neymar. En fait. Je suis d'accord avec toi. Je pense comme toi que la solution est. Et de toute façon, c'est juste qu'il va falloir, c'est Mbappé qui va devoir accepter ça, mais que la solution, oui, c'est Neymar à gauche et Mbappé à droite. On en a marre de voir Neymar et Mbappé l'un à côté de l'autre qui phagocytent complètement côté gauche. Il y a une stat d'ailleurs à mettre en avant qu'on a oublié tout à l'heure en parlant du match, c'est la stat VS Marseille de l'attaque parisienne par les côtés. À la fin du match, c'était au milieu du match, mais je pense qu'à la fin du match, c'était équivalent. C'était 32% à droite, 32% au centre et 34% à gauche.
C'était voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose que demande Pochettino. Et je pense qu'avoir un homme fort sur chaque côté, c'est quelque chose de très important pour Pochettino. Et je vois le monde comme toi. Je voulais juste défendre Neymar et cette espèce de vision comme quoi il ne sait pas défendre, alors Non, il défend. il a les qualités pour défendre. C'est juste qu'il ne les fait pas à chaque fois. Moi, pour aller dans votre sens à tous les deux, c'est vrai que j'ai l'impression que Pochettino, non seulement aime bien mettre en numéro 10 un profil qui est plus un milieu de terrain, donc quelqu'un qui peut aussi jouer 8, et il aime bien aussi avoir sur le côté des meneurs excentrés qui permettent de libérer les latéraux, puisqu'il joue avec des latéraux beaucoup plus hauts que sous Tourelle. Ça, d'ailleurs, on ne l'a pas dit dans les nouveautés tactiques, c'est qu'il y a un jeu côté beaucoup plus important. On va jouer moins axial que ça pouvait l'être sous Tourelle. On n'a pas pu le voir contre Marseille parce que Florenzi n'a quasiment pas monté le match. C'est vrai. Et un argument de plus qui pourrait être pour Mbappé à droite, c'est justement ce rôle maintenant qu'a Herrera, qui est vraiment en train de se positionner pour couper les trajectoires en défense sur le côté droit quand il y a la montée des latéraux et de Di Maria. Donc c'est qui pourrait marcher avec Mbappé et qui défend peu, on le sait. Donc on verra ce qui nous fait, ça va être intéressant, recrue ou pas. Mais c'est des vrais enjeux, parce que l'enjeu déjà de voir comment il va essayer de construire ce puzzle, donc ça c'est pour Pochettino, et le défi aussi pour Mbappé, individuellement, de se trouver une utilité dans ce collectif. C'est-à-dire il répète qu'il veut mettre le collectif au centre, machin, mais là il va devoir le prouver, c'est-à-dire il va devoir faire les efforts pour le collectif, et ça il n'a pas eu l'habitude de le faire dans sa vie, je pense. Donc ça va être un vrai défi pour Pochettino et pour Mbappé. Après, sur les deux derniers matchs, il y a Lionel qui intervient. Sur les deux derniers matchs, j'ai quand même vu Mbappé beaucoup plus régulièrement revenir aider défensivement le latéral. Donc peut-être que sur la durée, il ne le fera pas tout le temps, mais en tout cas, on l'a vu contre Brest et contre Marseille plusieurs fois revenir sur son latéral. Mais là, Lionel, si je peux compléter, tu vois, il y a ce côté défensif, mais il y a aussi l'aspect offensif. C'est-à-dire là, dans l'animation, Mbappé, il va devoir trouver un rôle, il va devoir se réinventer pour vraiment apporter quelque chose. Parce que là, en fait, il apporte pas grand-chose. En fait. Oui, je pense que c'est lui aussi. Et c'est pas pour bâcher le joueur, hein. C'est vraiment lui, je pense qu'il en a confiance, tous les observateurs en ont conscience. Là, il y a un problème Mbappé, c'est qu'il sert à rien en fait. Mais en fait, je pense qu'on est globalement d'accord sur genre le puzzle final est connu, et la question qui reste en suspens, c'est comment Pochettino va réussir à construire ce puzzle, quoi. On sait, enfin, c'est une évidence que Neymar à gauche, Mbappé à droite et Icardi devant. Icardi devant et Rafinha en 8-10, c'est une réponse qui est très cohérente dans l'idée. Maintenant, il y a les égos à gérer et ça va être l'enjeu pour Pochettino, et c'est un enjeu d'autant plus intéressant que c'est pas un enjeu qu'il a dû gérer en tant que coach jusqu'à maintenant. Et c'est là-dessus d'ailleurs qu'il va falloir le juger. C'est sur justement cette capacité à convaincre un vestiaire de stars de fonctionner dans une logique. Mais s'il y arrive, il y a moyen d'avoir, avec un gros déficit de manque de remplaçants, mais d'avoir une équipe titulaire qui est... Après, pour moi, tu vois, le problème, c'est pas que Pochettino, c'est aussi la gestion du club. Parce que Mbappé, mine de rien, c'est un enjeu au niveau de sa prolongation qui est énorme. C'est un jeune joueur avec une très grosse valeur marchande. Et le fait de le prolonger, c'est un enjeu faramineux en termes d'image, en termes économiques. Et du coup, il n'y a pas que Pochettino qui doit être jugé là-dessus. Je pense qu'il y a aussi l'institution PSG qui doit être jugée là-dessus. Comment tu gères Mbappé? Comment tu lui fais comprendre que Coco, oui, tu veux le prolonger, mais aussi il va devoir faire des efforts. Et ça, c'est un challenge du club. J'entends, mais c'est là où il y a une bonne nouvelle, c'est la méforme de Mbappé du moment, qui est plus une période où, justement, tu as utilisé vraiment le bon mot tout à l'heure, c'est qu'il est dans une période où il est obligé, pour vraiment réaliser sa marge de progression, de se réinventer. C'est-à-dire que ce qu'il savait faire, il l'a un peu perdu en essayant de rajouter des choses, et il doit se réinventer. Et comme il est dans une période de doute, il y a vraiment un argument à construire qui est, on va te remettre sur des bases,
tu vas te reconstruire sur des bases et à partir de là, tu vas briller. Et il y a vraiment un argument qui existe à ce niveau-là, qui pourrait être intéressant, qui peut être un levier qui peut être utilisé. Mais il y a quand même, pour revenir, je suis d'accord qu'on va juger le club là-dessus, mais il y a aussi Pochettino, et ça a été un des enjeux, ça a été une des grandes critiques quand il est venu. Pochettino, oui, c'est un coach qui est très bien. Alors la première critique, c'est qu'il n'avait jamais rien gagné. Et la deuxième, c'est qu'il n'avait jamais eu un banc de star. Et il a commencé à répondre, bah si, j'ai quand même eu machin, bidule chouette. Mais mine de rien, bah là, pour le coup, il a vraiment un banc de star confirmé. Et il va y avoir un enjeu. Est-ce qu'il va réussir, au-delà justement des enjeux pour le club, au-delà des enjeux d'image, dans la relation one-to-one avec le joueur, d'arriver à construire un discours qui est cohérent pour ça, bah c'est aussi là-dessus qu'il va être un petit peu jugé quand même. Lionel, est-ce que tu veux conclure? Non, j'ai rien à rajouter. Ok. Bah, de toute façon, ce sera oui, un des enjeux majeurs du PSG de Pochettino. On va voir ce qu'il va pouvoir mettre en place groupe au complet, notamment ces 3 premières semaines. Ouais. Et on verra tout ça. On verra tout ça et on verra si on a raison sur son animation offensive. Ça se trouve, il va nous sortir un Di Maria à droite. Hein. On ne sait ça, jamais. ça se trouve, il va changer de système. Il y a plein de choses. Hein. Après, il y a quand même juste un truc à constater, c'est que hier, lorsqu'il a fallu sortir Di Maria, lorsqu'il a fallu faire entrer Neymar, c'est Di Maria qui a été remplacé. C'est vrai. Donc, Et c'est Di Maria qui est un des premiers à sortir sur tous les matchs, d'ailleurs. Avec Gay. Avec Gay. Ouais. Bah, on verra. il faudra voir s'il a envie d'aligner les 4 ensemble. Moi, j'y crois pas trop, par contre. On verra. Ouais. Bah, je pense que. Non, Di Maria et Icardi, non. Je pense que c'est impossible. Bon, on verra ça dans un futur proche. Et on va guetter ça de près. Merci d'avoir débattu avec nous. Merci Lionel. Merci les gars, merci aux auditeurs. Merci Kata. Merci à tous. Et merci Drayas. Merci tout le monde, ciao. Et on se retrouve très vite. Merci aux auditeurs. Salut à tous. Salut.